On a fait beaucoup de cas sur la capacité de l'État islamique, entre autres, mais aussi de Al-Qaïda, de Boko Haram et aussi de Al-Shabaab de recruter des gens au Canada et ailleurs. Bon, c'est le Canada qui nous intéresse le plus, pour aller participer à leurs activités. On a arrêté plusieurs personnes qui se rendaient en Somalie pour participer aux activités de Al-Shabaab. On a aussi arrêté ou laissé passer, malheureusement, certaines personnes qui sont jointes apparemment. D'autres, on le sait très bien parce qu'ils nous ont tweeté ça, mais certains qui sont peut-être rendus, pas rendus. Les derniers qui sont partis du Cégep Maisonneuve, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont rendus. Mais en principe, on sait qu'ils sont allés en Turquie. Ce serait vraiment la question de savoir est-ce que ces gens-là ont été recrutés sur Internet. Et on entend vraiment ça beaucoup, qu'Internet serait capable de recruter des gens, de les faire plier bagages et partir vers le djihad et d'autres mouvements violents dans le monde. De toute évidence, les mouvements en question, si on regarde l'État islamique, parce qu'il me semble que c'est ça qui est l'attracteur principal ces temps-ci, c'est la grande cause, le djihad dans l'État islamique. Si on regarde la production médiatique, évidemment, elle est très... Bon, je ne sais pas s'il y en a plus. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont consulté un peu, qui ont vu les vidéos de l'État islamique, les vidéos de bataille, de recrutement, de tout ça? Est-ce que je pourrais voir un levage de main de ceux qui sont allés fouiller ça sur Internet? Très peu de gens. Bon, c'est malheureux parce que c'est vraiment très, très bon comme film. Et je vous recommande très, très fortement. C'est vraiment très, très bien fait. Et c'est très enlevant, c'est galvanisant, c'est le montage, la photo, tout est fait de façon absolument exemplaire. Et évidemment, ça fait craindre à plusieurs personnes que ce genre de vidéo-là serait capable de motiver des gens à partir pour aller les aider, évidemment. Le magazine Dabiq, c'est le magazine où l'État islamique va justifier toutes ces choses. Un magazine qui est évidemment disponible en ligne seulement, vous avez pu deviner. Bon, là-dedans, on nous explique qu'est-ce qu'ils font au juste, à quoi ils s'attendent, c'est quoi leurs objectifs, etc. Et clairement, dans certaines pages, on tente de motiver des gens à se joindre au mouvement, mais en même temps, on a plusieurs autres pages qui disent non, ce serait mieux que vous restiez chez vous, vous seriez plus utile à la cause en restant chez vous parce que vous ne parlez pas très bien arabe, vous n'êtes pas très probablement expert dans rien, vous n'avez pas de formation militaire, donc vous allez plus être un boulet que d'autres choses en arrivant chez nous. Donc, restez chez vous, puis faites des attentats chez vous. On a quand même les deux sortes de recrutement en ligne, bien visibles, pas seulement avec Dabiq, les films, mais aussi avec les discours des dirigeants, etc., qui font tous ces deux sortes de recrutement. Alors, restez chez vous, faites quelque chose en notre nom. A. B. Venez avec nous combattre Bachar al-Assad ou les forces du mal, bon, etc. Et de l'autre côté, bien, le côté A du recrutement, c'est est-ce qu'il y a un appel? Oui, ça, on peut le constater facilement. Le côté B du recrutement, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se dirigent là? Bien, de toute évidence, il semble que oui, c'est pas un nombre énorme, c'est un nombre sans précédent au sens où on n'a pas vu ça dans l'histoire du Canada depuis un bon bout de temps, certainement pas avec l'État islamique parce que ça existe depuis à peu près 18 mois. Mais sinon, on a vu des choses qui ressemblaient à ça un petit peu avec d'autres mouvements dans l'histoire du Canada, mais pas de cette ampleur-là. Malgré tout, ça reste d'une ampleur quand même relativement faible, mais c'est un fait incontournable. On pourrait y argumenter assez facilement que l'Internet ne recrute pas des gens pour aller au djihad ou de façon excessivement rare. Et donc, l'immense majorité de ces gens-là qui vont au djihad sont recrutés en personne. Ils sont recrutés par des personnes qu'ils connaissent déjà. Si l'Internet est utilisé, je ne dis pas qu'il n'est pas utilisé, bien sûr qu'il l'est, les réseaux sociaux, entre autres, etc., mais c'est pour garder le contact avec des personnes qu'on connaît déjà à l'extérieur. Des gens qui seraient mobilisés, recrutés, etc., par Internet seulement, ça n'existe à peu près pas. C'est sûr qu'on a énormément de defacing, d'attaques de sites web où on va remplacer une page. Bon, le Syrian Electronic Army est assez connu quand même là-dedans en remplaçant des pages, en prenant le contrôle. Bon, dernièrement, ils ont essayé ils ont réussi à prendre le contrôle du compte Twitter du Pentagone, CENTCOM.
Et là, les gens ont dit, bon, mais ça y est, la Syrian Electronic Army a réussi à hacker le CENTCOM du Pentagone. Bon, c'était clairement pas le cas, là. Il avait seulement réussi à trouver le mot de passe de l'administrateur Twitter pour prendre le contrôle du compte Twitter qu'ils ont eu pendant à peu près 10 minutes. Là. Donc, c'est pas du super gros hacking, mais c'est quand même quelque chose qui, quand ça sort dans les médias, évidemment, ça donne une impression de compétence exagérée à ces terroristes-là. La propagande, ça sert à quoi? Ça sert à construire l'image, la réputation de l'organisation. Et cette réputation-là est surtout importante localement. Ce qu'ils ont besoin, évidemment, si on parle surtout de l'État islamique, mais c'est la même chose avec Al-Qaïda, la péninsule arabique, qui est en difficulté ces temps-ci, mais enfin, qui avait eux aussi leur magazine, leur site web, etc. Un magazine qui s'appelle Inspire, Inspiré, si vous êtes au courant. En tout cas, vous pouvez trouver ça sur Internet aussi. C'est le fameux Inspire qui, en première page de son premier numéro, avait comment vous pouvez réussir à construire une bombe avec les produits usuels que vous trouvez dans la cuisine de votre maman. Ce qu'ils ont besoin de faire, ces groupes-là, ce pas des groupes terroristes classiques. Ce pas des groupes terroristes qui sont clandestins, qui se cachent. C'est des groupes qui contrôlent un territoire et donc sont surtout des groupes de guérilla ou de guerre civile et qui, à l'occasion, utilisent des techniques, des tactiques terroristes, mais ces tactiques-là ne définissent pas les activités générales de l'État islamique. Et dans leur cas, ils ont besoin de financement, ils ont besoin du soutien local des populations. Et la propagande sert à construire ce soutien local-là de deux façons. Premièrement, en construisant leur réputation locale, mais aussi en faisant peur à l'Ouest, en nous faisant perdre les pédales et en déclenchant une réponse armée de notre part. Aussi, ils vont consolider le soutien de la population locale parce que quand on attaque, ces gens-là, le seul endroit où ils peuvent courir pour se faire protéger, c'est le groupe qui est le dominant à cet endroit-là et ça se trouve à être l'État islamique. Donc, à chaque bombe qu'on fait exploser là-bas, évidemment, ça pousse davantage de gens à adopter l'État islamique comme étant leur force militaire locale. Donc, tout ça, c'est l'aspect cyberguerre. L'aspect cyberguerre, super important, on l'a vu, ou infoguerre, qui est engagé dans tout ça. On essaie de faire une contre-infoguerre maintenant. On a vu le gouvernement français, entre autres, et aussi quelques efforts au Canada et plusieurs autres pays qui ont essayé de faire la contre-propagande. Donc là, on voit se déployer sur Internet une guerre de l'information très importante où tout le monde essaie de contrôler le message à son avantage. Donc, deuxième aspect, souveraineté et l'État virtuel. L'Internet a été vendu depuis toujours, moins depuis 5 à 6, 7 ans peut-être, mais au début, certainement, l'Internet était vendu comme étant sans frontières, dépassant les frontières territoriales classiques des pays. C'était la promesse d'une espèce de village planétaire qui avait été annoncé avant. Et grosso modo, ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train de morceler l'Internet, de faire... le nouveau langage, c'est le cyberespace national. La plupart des pays utilisent ce langage-là, parlent de leur cyberespace national. Ce qu'ils veulent dire par là, évidemment, c'est les gens qui sont sur leur territoire national qui vont sur Internet et qui contribuent à placer du matériel sur Internet, qu'ils soient là comme simple consommateur ou comme usagers, producteurs de contenu. Et aussi, bien évidemment, l'infrastructure physique qui continue d'exister, il ne faut pas se leurrer, l'infrastructure physique d'Internet qui continue d'être obligée de passer quelque part et donc qui va avoir des morceaux, des nodes qui vont se trouver sur des territoires nationaux. Et la plupart des pays du monde tentent de façon de plus en plus marquée de contrôler l'information qui est disséminée sur leur territoire national, que ce soit pour empêcher la traite de fichiers illégaux, de propriété intellectuelle, mais évidemment, on nous parle aussi évidemment de pédophilie, de cyberpornographie juvénile, et évidemment maintenant le gros sujet qui est la présence de propagande djihadiste sur Internet. Et tout ça sert à renforcer le langage qui voudrait qu'il y ait un cyberespace national, qu'on puisse vraiment fermer des frontières. Il y a le kill switch, le fameux kill switch. Les gens disent, est-ce qu'on pourrait avoir un kill switch? Ça veut dire un bouton qui fait clic, puis là, il n'y a plus d'Internet, où on se déconnecte du reste du monde, puis on devient une espèce de gros intranet sans connexion à l'extérieur. On doit déployer de plus en plus de puissance nationale, d'autorités policières et autres sur Internet afin de contrôler le cyberespace national comme on contrôle le territoire national classique, conventionnel.
Bon, le fameux ordre de bataille sur le net, donc, c'est quoi l'ordre de bataille? C'est les forces en puissance, si on veut. Forces en puissance, bien, première force en puissance, bien oui, les djihadistes qui sont là, ils ne font pas grand-chose. Le cyberterrorisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exemple de cyberterrorisme où on aurait réussi avec Internet à s'attaquer à une infrastructure ou à une personne réelle, physique, ou même de s'attaquer de façon significative à la distribution d'informations sur Internet. Oui, on est capable de faire des dénis de service. Oui, on est capable de faire du defacement, mais comparé à ce qui serait possiblement envisageable, les terroristes n'ont pas fait grand-chose pour le moment. Ils sont peu intéressés à ce genre d'attaque-là de toute manière parce qu'ils utilisent eux-mêmes l'Internet. Donc, s'attaquer à l'infrastructure qui leur sert vraiment tous les jours ne serait pas tellement logique. Deuxième chose, on a aussi le crime organisé qui est sur Internet, qui se promène, qui continue de faire des ravages. Le crime organisé, c'est pas seulement les sites comme Silk Road qu'on a réussi à démanteler dernièrement, mais qui a été aussitôt remplacé par 3 ou 4 autres possibilités, où on peut s'acheter toutes sortes de choses de contrebande, mais aussi le crime organisé qui travaille sur Internet à travers des grandes fraudes, à travers le vol massif d'informations personnelles, à des fins de vol financier, etc. Carter's Market, c'est des marchés où les gens s'échangent des informations personnelles. Ce qui a débuté ces marchés-là, c'est surtout l'échange de numéro de carte de crédit. Comme vous le savez, peut-être, quand on vous vole votre numéro de carte de crédit, on ne se garoche pas tout de suite au Future Shop. Ce qui est pas mal plus utile à faire, c'est d'en voler plus, puis après ça, d'aller vendre les numéros de carte de crédit à d'autres personnes qui, elles, vont les vendre encore à d'autres. Il va y avoir une chaîne d'appropriation comme ça jusqu'à ce qu'une personne soit bien placée, soit bien située pour pouvoir les utiliser de façon maximale. Et donc, votre carte de crédit volée va contribuer à générer de la richesse criminelle bien avant qu'elle soit utilisée, bien avant que vous en aperceviez. Troisième chose, super important, les puissances étrangères qui continuent de voguer sur Internet et qui, ici au Canada, on a des problèmes avec les Russes, avec les Chinois, avec plusieurs autres, mais les espions russes et chinois ont dit qu'ils ont pénétré probablement la plupart des serveurs de la plupart des entreprises canadiennes de plus de 100 employés et de tous les gouvernements, évidemment. Et donc, en laissant des dispositifs sur ces serveurs-là qui envoient de l'information, qui vont à la pêche à l'information et qui renvoient cette information-là à des serveurs de contrôle un peu partout dans le monde. La puissance intéressante à laquelle il faut arriver, c'est nos propres gouvernements qui sont là pour nous protéger, mais qui, en fin de compte, avec les révélations Snowden, entre autres, mais avec bien d'autres sortes de révélations depuis et avant, ont démontré que, en fin de compte, je pense que ce qu'on pourrait conclure, là, c'est qu'ils n'ont fait pas beaucoup diminuer le niveau de risque qui est présenté par les autres acteurs qui pourraient victimiser le citoyen. Par contre, on fait augmenter le niveau de risque de leur côté en faisant des choses comme, par exemple, en diminuant la puissance des logiciels de cryptographie, de cryptologie, de chiffrement sur Internet et en offrant toutes sortes de portes d'entrée. C'est des portes d'entrée qui sont censées être à l'usage policier, mais on sait très bien qu'en général, ça tend à dégénérer, ça tend à ouvrir des portes à toutes sortes d'autres personnes moins bien intentionnées, malgré que souvent les policiers ne sont pas si bien intentionnés que ça. Mais grosso modo, on se retrouve avec cet acteur-là et on pourra parler, je voulais parler un peu plus longtemps des puissances alliées, surtout les 5 yeux. Les Five Eyes, c'est le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont dans un pacte depuis 1947 pour faire de l'interception globale, l'interception des communications. Ce qu'on fait, c'est qu'on intercepte au lieu des câbles de fibre optique qui transportent la majorité des communications des citoyens, communications téléphoniques et ou par Internet. Et ensuite, on peut avec un prisme, très facilement copier l'ensemble des flots d'informations qui passent par les serveurs importants, les nœuds importants du système, et ensuite créer des méga bases de données sur qui parle à qui, combien de temps. Évidemment, faire l'interception carrément du message lui-même, mais déjà avec les métadonnées. Les métadonnées, ça a été beaucoup question de ça dernièrement. Les métadonnées, c'est les données sur les données, c'est l'adresse sur l'enveloppe essentiellement, à qui vous envoyez votre courriel, à quelle heure vous l'avez envoyé, est-ce qu'il y avait un attachment, est-ce que c'est un forward, est-ce que vous avez déjà reçu ce message-là, vous le renvoyez, est-ce que c'est une réponse, est-ce qu'il y a d'autres destinataires.
Est-ce qu'il y avait d'autres récipiendaires avant que vous l'envoyiez? Tout ça et la façon dont le message s'est rendu à vous. Tout ça est inscrit dans le message également. Vous ne le voyez pas en général parce que la seule partie des métadonnées que vous voyez, c'est l'heure à laquelle ça a été envoyé et qui vous l'a envoyé. Mais si vous pouvez, avec la plupart des clients de courriel, déplier, si on veut, l'ensemble des métadonnées et voir ce qu'on peut savoir au sujet de votre message. Et en faisant de l'analyse de réseau avec ces messages-là, on peut en savoir vraiment beaucoup sur vous. Et on fait la même chose avec les conversations téléphoniques. On n'écoute pas le téléphone parce que c'est défendu. Le CST au Canada n'a pas le droit d'intercepter des télécommunications avec un nexus canadien. Donc, ça veut dire qu'une conversation à laquelle un Canadien participe ou à laquelle un des membres de la conversation, un des participants est au Canada. Sauf que pour les métadonnées, ça ne s'applique pas. On peut ramasser n'importe quelle des métadonnées à n'importe quel sujet, n'importe comment. On a vu aussi que le CST fait l'interception de tous les courriels qui sont envoyés au gouvernement, non seulement les métadonnées, mais le contenu également du courriel. Ça, c'est sur leur mandat, non pas d'interception, mais leur mandat de protection informatique. Et donc, on a vu ça dernièrement, ça aussi c'est sorti. Et ils font aussi un inventaire de tous les fichiers douteux qui sont chargés et téléchargés à partir de sites d'échange et de stockage en nuage comme Mega Upload, bon, qui n'existe plus, mais qui est Mega maintenant, RapidShare, etc. L'ensemble des activités qui sont prises par les acteurs gouvernementaux, le CSTC, j'ai eu le temps juste de parler de son mandat de protection, mais un mandat d'attaque également. Et on l'a vu dernièrement, ça aussi, dans un document de Snowden, où le CSTC peut faire des attaques informatiques. Ils ont toute une série de différents types d'attaques qui sont possibles. On n'attrapera pas bien grand monde du côté des djihadistes purs et durs, du côté du crime organisé, etc., de gens qui sont, bref, capables de se cacher très facilement sur Internet, beaucoup mieux que le citoyen ordinaire. Par contre, on va attraper certains citoyens ordinaires qui font un pas de travers, ce qu'on appelle les low-lying fruit, les fruits du bas de l'arbre, qui sont faciles à attraper parce qu'ils font plein d'erreurs. Les fruits en haut, plus difficiles, ça va rester hors de notre portée. Donc, ce côté-là, le risque de victimisation pour le citoyen moyen ne va pas vraiment baisser, il va plutôt augmenter. Et de l'autre côté, à cause de la multiplication des risques qui proviennent de la multiplication des données qu'on collecte sur nous, l'affaiblissement des systèmes cryptologiques, etc., on va se retrouver, en fait, on se retrouve déjà, je pense, avec un risque sur Internet qui est plus grand au lieu d'avoir été réduit par les activités gouvernementales. On s'intéresse beaucoup à la réputation des organisations parce que c'est le grand risque. Lorsqu'on parle de cyberespace et vie privée, les enjeux sur l'e-réputation, dit réputation numérique des organisations, sont de plus en plus en situation de risque parce qu'auparavant, lorsqu'il y avait mésentente ou pis-aller, ça pouvait faire un bon papier dans le journal, ou bien il y avait une frustration entre certaines personnes, mais à peine quelques, je ne sais pas moi, dizaines, centaines, milliers de personnes pouvaient en avoir connaissance, tandis qu'aujourd'hui, au niveau viral, ça peut prendre des proportions où, en l'espace de quelques minutes, il peut y avoir plein de vidéos sur YouTube visionnées sur des erreurs d'organisateurs, d'organisations, vie privée des gens. Et on parlait tout à l'heure vie privée, vie publique. Moi, j'entraîne mes étudiants à dire, prenez pour acquis aujourd'hui, malheureusement, que la vie privée, elle n'existe plus dans la sphère publique. Notamment, un premier employeur, dès qu'il veut avoir de l'information sur un futur employé, il va chercher l'information sur Facebook. Et pour commencer, je vais donner une définition de la réputation qui provient du mot latin réputatio, qui est une évaluation, et là j'insiste sur le mot, c'est une évaluation sociale et subjective qui est construite sur l'identité d'une personne et à partir de la perception des autres. Mais lorsque cette perception-là, elle est déjà établie et que les gens commencent à la diffuser en ligne auprès de d'autres personnes et que cette évaluation-là commence à devenir l'évaluation d'une réputation,
qui, cette fois-là, est un prolongement de l'évaluation première que les gens faisaient d'une personne ou d'une organisation en premier lieu. En ligne, on parle d'identité numérique, on parle d'e-réputation, mais on s'entend qu'on parle toujours de réputation globale, et on parle d'une identité numérique qui est surtout, et malheureusement, non récupérable à un moment donné, parce que vous savez comme moi que le droit à l'oubli en ligne, ça n'existe plus parce que les données restent toujours cryptées. Et je disais à mes étudiants, OK, demain, venez pas en salle de cours, on donne le prochain cours via Facebook. Et là, j'avais accès à plein de données de mes étudiants sur Facebook qui me mettaient extrêmement mal à l'aise. Et j'ai fermé cet exercice-là parce que je disais aux étudiants, allez faire du ménage sur votre Facebook parce que tout ce qu'il y a d'écrit là, c'est terrible. Et moi, j'ai de la difficulté à avoir accès à ces informations-là qu'en temps normal, je n'aurais pas eu accès à toute cette panoplie d'informations-là sur mes étudiants. Alors là, je demandais aux étudiants de fermer leur Facebook, annuler, fermer la page, supprimer tout ce qu'ils pouvaient faire. Et par la suite, on revenait en classe la semaine suivante, puis là, je leur disais, OK, maintenant, on va recréer votre compte Facebook. Et comme par hasard, lorsque les étudiants se réécrivaient sur leur page Facebook, toutes les données étaient là. Et pourtant, ils les avaient toutes éliminées la semaine précédente. On enseigne sur les conséquences de, de toutes ces conversations-là en ligne qu'ils disent sur leur patron, sur leurs employés, sur leurs organisations. Et plusieurs en ont perdu leur emploi parce qu'ils ont appris, malheureusement, qu'ils ont eu des poursuites de diffamation, etc. Parce que tout ce temps-là, ils pensaient qu'ils étaient en conversation privée. On forme nos étudiants à être très vigilants au niveau de comment gérer la réputation des organisations. C'est ce qu'on fait, nous, en relations publiques, et comment maintenant le faire en ligne et comment essayer autant que possible que ça ne dégénère pas en crise 2.0. Alors, une crise, on sait tous que c'est une phase ultime de dysfonctionnement, mettant en péril la réputation globale, la stabilité, voire jusqu'à la disparition des organisations, parfois, lorsque c'est mal géré. L'objectif de l'internaute ici, c'est de stigmatiser le comportement d'une organisation. Il veut prendre le contrôle d'une partie de l'organisation, d'une donnée, d'un service, d'un produit, etc. Il veut stigmatiser le comportement de l'organisation en mettant à mal ou en dénonçant, parfois avec raison, des comportements d'organisation. Et on dit à ce moment-là, leur cible, c'est nul autre que l'opinion publique. Donc, ils veulent stigmatiser l'organisation, mais ce qu'ils veulent, c'est amener cette organisation-là au tribunal de l'opinion publique. On essaie, dans une communication, que deux groupes, que ce soit les organisations et les employés, par exemple, on essaie que chacun des deux groupes ait un poids relatif dans, par exemple, la gestion de décisions le concernant, et qu'il ait le droit de participer à des décisions qui vont avoir un impact sur lui de façon très simple. Un employeur demande un sondage auprès des employés et les employés, lorsqu'ils répondent, s'attendent à ce que le point de vue qu'ils ont exprimé à l'intérieur du sondage, bien, que ce soit pris en compte dans les décisions de l'organisation, puisque l'organisation a pris la peine de valider auprès des employés quelle était leur perception de telle nouvelle décision administrative, par exemple. Et là, les employés, lorsqu'ils voient que leur décision, leur réponse au sondage n'est jamais prise en compte, bien, ils finissent par perdre confiance au système et par la suite ne répondent plus du tout, par exemple, au sondage, etc. Alors là, on est comme dans une communication dite asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir égal entre les deux groupes participants et ils ne peuvent pas avoir droit au chapitre de décision les concernant. Lorsqu'on arrive dans une crise 2.0, c'est un peu ce qui se produit. On prend en compte les deux dimensions importantes à une communication, qu'on appelle dans ce cas-ci les communications et les relations. On est dans un modèle de communication asymétrique. Un des deux groupes veut prendre le pouvoir sur l'autre groupe
dans le but de le stigmatiser, dans le but de lui nuire et dans le but de propager de façon virale très rapidement un message qui est susceptible de nuire à l'entreprise. Un autre repère théorique sur lequel on s'appuie beaucoup, qui est aussi basé sur les deux dimensions dont je vous ai parlé, communication et relations, c'est la théorie de la gestion des relations étudiée par Leadingham et Browning. Et les deux auteurs nous disent depuis 1998, par exemple, qu'il y a 5 indicateurs sur lesquels il faut s'appuyer lorsqu'on étudie la gestion des relations. Et on nous parle de transparence, fiabilité, implication, investissement et engagement à long terme. Et c'est une théorie avec les 5 indicateurs sur lesquels nous, on s'appuie lorsqu'on fait nos recherches pour voir si, par exemple, avec les animateurs de communauté, lorsqu'ils gèrent la réputation des organisations en ligne, est-ce que pour eux, selon leur point de vue, ces 5 indicateurs-là sont vraiment respectés dans leur communication avec les publics concernés par l'organisation? Alors, dans nos recherches, 2 résultats que je veux vous présenter, notamment une proposition que nous faisions pour minimiser les risques sur l'e-réputation en situation possible de crise. On dit la manière la plus efficace de gérer une communication dite sensible ou de risque, c'est de mettre en place au préalable un dispositif de communication bidirectionnelle symétrique. Ce dispositif comprend des mécanismes d'écoute et de recherche pour s'adapter aux internautes. Lorsqu'on fait nos recherches, on valide avec les animateurs de communauté ce qu'ils font comme exercice de veille et ce qu'ils recueillent comme information lorsqu'ils font ces exercices de veille-là. Et est-ce que ça leur donne des indications de signes avant-coureurs susceptibles d'une situation à risque de dégénérer en situation de crise? Les animateurs de communauté, ils doivent développer des compétences afin d'influencer de façon favorable ces interactions en ligne et minimiser les risques potentiels de crise. Lorsqu'on a rencontré nos animateurs de communauté avec une recherche que nous avions faite en 2013 à ce moment-là, nous, ce qu'on essayait de valider, c'était les outils de gestion qu'ils prenaient pour gérer ces réputations-là, les pratiques de communication sensible qu'ils faisaient et l'importance des indicateurs de la gestion des relations. On voulait aller valider avec eux si les 5 indicateurs de la littérature, en théorie, si dans les faits, dans la pratique, ils le constataient, ils le faisaient eux-mêmes pour leur employeur. Ce que les résultats nous ont montré dans cette étude-là, c'est que les outils de veille qu'ils utilisaient étaient notamment le TweetDeck, Google Analytics, Statistiques Facebook, Google Alerts, etc. Ce sont les principaux. Et dans les outils de gestion qu'ils utilisaient, ils utilisaient une politique d'utilisation des médias sociaux. Ils utilisaient tous des calendriers éditoriaux et ils avaient commencé, là c'était en 2013, ils avaient commencé à développer ce qu'on appelle des chartes éthiques. Donc, au-delà des politiques d'utilisation, est-ce qu'ils donnaient aussi les normes haut et fort à la page d'accueil des sites web des organisations dans les médias sociaux? Est-ce qu'ils citaient haut et fort, par exemple, leur politique disant ne sera pas toléré sur cette page des propos haineux? Seront supprimés les commentaires qui ne respecteront pas tel indicateur. Lorsque j'ai annoncé ça, à un moment donné, je faisais une conférence à des gens d'affaires qui me disaient « On a le droit de supprimer des commentaires? » Je dis « Oui, vous avez le droit de supprimer des commentaires, mais il y a une façon de faire. » Lorsqu'on a demandé aux animateurs de communauté comment ils faisaient dans leur exercice de veille pour prévenir à même des signes avant-coureurs, des éléments déclencheurs. Comment arriver à s'entraîner, à développer une perspicacité en ligne qui ferait en sorte qu'ils peuvent rapidement récupérer un client insatisfait et qu'ils pourraient, plutôt que de tout de suite supprimer des commentaires, s'ils pouvaient éventuellement commencer à négocier avec lui, premièrement lui proposer un rendez-vous hors de la toile, hors des médias sociaux et fixer plutôt d'autres lieux de rencontre où on peut essayer de saisir le niveau d'insatisfaction
pourquoi il est intolérant envers le produit, l'organisation, le service, etc. Et la plupart du temps, je vous dirais, la moitié des cas s'étaient réglés sans même trop d'intervention. Pendant la phase aiguë, il y avait eu 7 animateurs de communauté sur 16 qui disaient supprimer carrément des commentaires lorsqu'ils n'arrivaient pas à négocier avec les internautes qui voulaient nuire. Quelques-uns nous disaient avoir ignoré et la plupart, après la crise, disaient qu'ils avaient développé et raffiné des outils de gestion permettant de récupérer plus rapidement encore ces propos haineux et autres susceptibles de nuire à l'entreprise. La transparence et la fiabilité faisaient partie des bonnes pratiques des animateurs de communauté. 5 critères d'influence qui étaient perçus importants, tels que perçus par des gestionnaires de communauté. La personnalité des animateurs de communauté était extrêmement importante. Le ton humain, chaleureux, des contenus de fond rigoureux, c'était extrêmement important pour avoir une crédibilité, une omniprésence. Il fallait que non seulement les gens soient présents sur les médias sociaux, mais qu'ils continuent à être aussi également très présents au niveau des médias traditionnels. La création d'une communauté d'intérêt et pour terminer, la crédibilité. Il fallait qu'autant l'animateur de communauté que l'organisation soient crédibles pour qu'ils puissent s'engager une relation et une communication viable entre les deux groupes d'opposants. Vous savez, les médias sociaux, il y a toujours ce rythme du quantitatif et du qualitatif. Et dans le quantitatif, habituellement, on regarde très rapidement un nombre de followers, un nombre d'abonnés, pour savoir si une personne a une grande communauté qui la suit. Dès que quelqu'un essaie de nuire, on fait une recherche rapide pour voir à quel réseau il s'adresse, à combien de personnes, etc. Et le nombre de followers venait en 12e critère. Les gens disaient que les 5 critères que je vous avais nommés tout à l'heure, qui étaient des critères qualitatifs, était plus important que les critères quantitatifs. La personne avait beau avoir un nombre de followers important, si ce n'était pas entrecoupé avec un des 5 critères précédents mentionnés, ça n'avait pas autant de valeur. Même si c'est 50 000 personnes, si c'est 50 000 personnes qui ne nous intéressent pas, ça n'a pas le même poids que 1000 personnes susceptibles de vraiment nuire et de faire attention à la loi du nombre et de se ramener beaucoup plus sur le qualitatif que le quantitatif. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a en effet Facebook, mais vous savez, Facebook, c'est plus du tout à la mode chez les jeunes. Ils disent que c'est le réseau des parents, donc il faut aller sur Vine, sur Snapchat, etc. Mais derrière ces réseaux sociaux, il y a aujourd'hui tous les objets qui nous entourent, et c'est eux qui sont générateurs des nouvelles données qu'on voit apparaître. On a mentionné tout à l'heure le terme de Big Data. Big Data, c'est très vaste, c'est tout les gros volumes de données qui nous entourent, tout ce qui est créé par les réseaux sociaux, par Google, par les gouvernements, par nos banques, nos compagnies d'assurance, etc. Il y a juste 3 choses à savoir pour comprendre pourquoi on parle de Big Data. Les 3 V, volume, variété, vitesse. C'est ça qui a changé. De plus en plus de volume de données. On parle en effet de chiffres colossaux. Pendant que nous parlons, à chaque minute qui se passe maintenant, il y a 100 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. Donc 100 heures à chaque minute. Personne ne pourra jamais regarder la totalité des vidéos sur YouTube. Impossible. Il faudrait que YouTube mette des bataillons énormes de gens pour regarder tout ce qui se passe. Donc cette notion de volume colossal. Amazon fait en moyenne 83 000 $ de chiffre d'affaires par minute. Donc on est sur des chiffres qu'on a même du mal à se représenter. Ensuite, la vitesse. La vitesse, parce que quand vous avez 300 000 tweets par minute, il y a un moment où c'est pareil, vous ne pouvez pas tous les lire. Vous ne pouvez même pas tous les analyser. Donc vous êtes face à un flot de données. D'ailleurs, pour ça, il y a une analogie qui est intéressante. Quand vous êtes pris dans une avalanche, quand vous êtes en montagne, que vous faites du ski, si vous êtes pris dans l'avalanche, on vous dit « surtout, n'essayez pas de vous arrêter parce que vous n'arrêterez pas l'avalanche et la neige va vous recouvrir ». On vous dit « nagez avec l'avalanche et en nageant avec l'avalanche, vous allez surnager et vous serez peut-être sauvé parce que vous serez au-dessus ». Avec ces masses de données, c'est exactement la même attitude qu'on doit avoir. On doit rester avec, parce que vous ne pourrez pas dire à votre système informatique « tiens, je vais m'arrêter ce soir à 20 h et puis je vais analyser ce qui s'est passé aujourd'hui ».
Parce que le temps que vous l'analysiez, il y en a eu tellement d'autres que vous perdez le fil. Donc la vitesse. Et puis la variété. La variété, c'est que pendant des décennies, on a essentiellement stocké des chiffres et des lettres. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je vois des caméras partout qui enregistrent des gigabits, qui vont mettre des gigabits sur Internet. Et puis voilà, et vous êtes sur Facebook pendant que je parle. Et vous générez de la donnée. Voilà. Donc on est entouré d'objets et de personnes qui génèrent en permanence de la donnée. Et donc ce n'est pas des données uniquement chiffres et textes, c'est des images, des sons, des vidéos, etc., etc. C'est ce big data qui pose un problème de vie privée, parce qu'on met énormément de choses sur ces réseaux. Ensuite, je voudrais vous parler des objets, parce que ces gros volumes de données, ces données massives, c'est rien par rapport à ce que ça va être demain. Moi, je vous présente un objet connecté, qui est un détecteur de fumée et détecteur de CO2, qui vous permet de transformer cet objet en objet intelligent. Alors c'est sûr, il ne vaut pas 10 $ chez Dollarama, il vaut 100 $ chez Nest, qui a été racheté 3 milliards de dollars par Google, pour savoir ce qui se passe chez nous. Donc vous le mettez au mur. Alors d'abord, il est sympathique parce qu'il vous parle. Prêt, dans le couloir. Appuyez pour commencer le test. Donc c'est un objet que l'on va rendre sympathique. Pourquoi on va le rendre sympathique? Vous n'avez jamais pensé que votre détecteur de fumée allait être sympathique, mais il va être sympathique parce qu'il va vous envoyer de l'information. Parce que ce détecteur de fumée, il est connecté, je sens juste en quelques secondes, il est connecté à mon téléphone intelligent, et vous voyez chez moi, tout est vert, donc c'est que ça va bien. J'ai pas de fumée, j'ai pas de monoxyde de carbone chez moi, ou dans mes bureaux, là où j'aurais installé ma batterie de détecteur. Donc l'idée de transformer des objets du quotidien, un objet de 10 $, je le transforme en objet intelligent. Alors il apporte d'autres fonctions, c'est par exemple une veilleuse. Quand je l'installe dans le couloir, lorsque je passe devant la nuit, il y a une toute petite lampe qui s'allume, qui m'éclaire juste ce qu'il faut, le couloir, etc., etc. Donc on invente des fonctions pour rajouter à des objets du quotidien, mais ces objets, ce n'est pas juste l'objet et l'usage que je vous raconte, c'est les données qui sont générées. Et donc, Nest fabrique des détecteurs de CO2, des détecteurs de fumée, mais aussi des thermostats, pour savoir quelle température il fait. Ah oui, ça, Google ne savait pas encore quelle température il faisait chez vous. Alors, ils savent déjà partout où vous allez, ils savent vous suivre sur votre téléphone Android, ils savent ce sur quoi vous naviguez, vos sites Internet, mais ils ne savaient pas quelle température il faisait chez vous. Alors, ils ont racheté 3 milliards de dollars cette société pour savoir quelle température et combien il y a de personnes chez vous. En fait, derrière ça, il y a un modèle d'affaires qui est très intéressant. Aux États-Unis, les compagnies de fabrication, de production d'électricité ont de très gros problèmes pour répondre à la demande. Et elles sont prêtes à payer extrêmement cher une analyse prédictive qui va leur dire combien de mégawattheures on va avoir besoin à San Francisco dans 1 heure. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être obligé de démarrer au dernier moment des centrales à pétrole pour pouvoir produire une énergie qu'on est obligé de produire pour éviter que le réseau tombe et qui nous coûte très cher. Donc Google, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça pour pouvoir récupérer de données sur la température qu'il fait, parce que le Nest thermostat, il apprend. Il apprend quelle température vous aimez avoir en fonction de la température extérieure, de l'heure, de la journée, etc. Et tout ça, ils agrègent ça pour revendre ça aux compagnies d'électricité. Donc voilà un exemple de l'Internet des objets. Est-ce que le fait que Google analyse la température qu'il fait chez moi est une violation de ma vie privée ou pas? En tout cas, je peux vous garantir que personne ne me force à acheter ça. Personne ne me force à l'acheter, à le brancher, à l'installer, à le paramétrer, à le connecter à mon téléphone intelligent. Faut vraiment le vouloir pour le faire. Elle m'a été vendue pour me dire, tu vas voir, tu vas maigrir si tu utilises la fourchette communicante. Ouais. Et ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, mais en fait, si. Le principe, c'est quand même que c'est intéressant. L'idée, c'est quoi? Si je mange trop vite, je ne mastique pas, j'avale, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il faut un outil qui mesure la vitesse à laquelle je mange. Il y a un accéléromètre dans la fourchette qui permet, si j'avale mes bouchées trop vite, la fourchette va vibrer pour m'indiquer que je mange trop vite. Ça, c'est une chose. Et en plus, la fourchette est composée de 2 parties, avec une partie électronique qui se connecte
via Bluetooth à mon téléphone intelligent pour envoyer les données sur pas qu'est-ce que je mange, mais combien de temps je mange, à quelle heure, quel jour, et pour le partager avec mes amis de fourchette. Il y a une autre application, pas de la fourchette, de la brosse à dents. Ça, c'est très intéressant. Pour ceux il y en a quelques-uns qui ont des enfants, il y en a qui vont bientôt en avoir. Vous devrez leur apprendre à se brosser les dents le soir. Ce n'est pas forcément le truc le plus facile. Et je peux vous dire qu'on trouve des tas de bonnes excuses pour ne pas aller se brosser les dents. Sauf que grâce à la brosse à dents connectée, on transforme cet épisode-là en un jeu. Parce que je me brosse les dents le soir, comme il faut, le plus longtemps possible, ça envoie les données, et demain, dans la cour de récréation, qui est-ce qui a gagné au brossage de dents hier? On transforme une activité pas forcément très amusante en une activité ludique grâce à un objet connecté qui plaît énormément aux enfants de 5, 6, 7 ans. C'est la première fois qu'un fabricant de dentifrice peut être dans la bouche de ses clients et savoir ce qui s'y passe. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser ces objets. Au-delà du gadget, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Le CN, les chemins de fer, ont installé 100 000 capteurs sur les rails pour mesurer en temps réel l'écartement des rails et éviter les déraillements. Sur les locomotives du CN, il y a des milliers de capteurs qui transmettent leurs données par téléphone intelligent toutes les 5 minutes au centre de contrôle pour anticiper là aussi un problème. Si vous allez travailler dans le Nord, dans des mines, on va vous équiper bientôt d'une combinaison qui sera une combinaison de sûreté. Si vous êtes bloqué dans la mine suite à un éboulement, une fuite de gaz, etc., on pourra vous localiser à l'intérieur de la mine et on enverra en temps réel, pendant que vous êtes dans de mauvaises conditions, en attendant les secours, on enverra en temps réel au secours vos données biométriques, les battements de cœur, la respiration, la tension, etc., pour que les secours puissent se préparer à l'intervention. Donc tout ça, c'est des objets fabuleux, on va sauver des vies. Il y a des petits objets qui sont là pour lutter contre la mort subite du nourrisson. Imaginez, vous êtes dans une résidence pour les seniors. Bientôt, certains d'entre vous et moi iront. Dans quelques années, on sera là, on marchera comme ça. Comme ça, oui, vraiment comme ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'analyse prédictive. J'ai un sol avec des capteurs. Ils vont détecter comment je marche. Il y a 2 pressions de pas. Si à 3 heures du matin, il y a ça dans l'appartement, c'est sans doute une intrusion. Je peux le détecter d'un point de vue informatique. J'analyse la pression des capteurs, j'ai un programme d'analyse prédictive derrière qui comprend le phénomène et qui déclenche éventuellement une alerte. Et puis, je marche comme ça, tout d'un coup, et puis tout d'un coup, 4 points de pression, 5 points de pression en quelques secondes. Détection de chute. Ma grand-mère, il y a 20 ans, était restée 2 jours dans sa cuisine avec le col du fémur cassé sans pouvoir atteindre le téléphone. Aujourd'hui, quelques secondes après ou quelques minutes après, vous pouvez envoyer les secours pour voir si tout se passe bien. Alors certes, on peut le voir sous l'angle « je vais perdre ma liberté, ça va être intrusif, on va générer des données sur moi », ou bien on peut le voir sur le côté très positif, de voir tout ce que ça va nous apporter. Donc il y a énormément d'objets intéressants. Ce n'est pas les objets connectés ou le big data qui sont dangereux, c'est une mauvaise utilisation de tout ça. Donc bien entendu, on aura des problèmes et bien entendu, on aura besoin des experts pour nous aider à lutter contre ceux qui utiliseront mal toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est très intéressant. Sur le concept de vie privée, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un discours à 2 détentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté être comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire publier sur Facebook, publier sur Twitter, prendre des photos, les partager, acheter un petit appareil pour mesurer le nombre de pas qu'on fait, etc. Et puis à côté, se plaindre que Google analyse nos données, Apple sait tout sur nous, Amazon aussi, etc. Si vous ne voulez pas qu'on analyse vos données, ne leur donnez pas de données. C'est parfaitement possible. Il y a quand même un minimum de contrôle qu'on peut garder. Donc on peut être très présent sur les médias sociaux, partager énormément de choses, tout en gardant une certaine image de soi. Et j'aurais tendance à dire d'ailleurs que celui qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est un recruteur qui m'avait dit ça il y a quelques années, il m'a dit « tu verras, plus tard quand on fera une recherche et qu'on verra que ce gars-là, il n'est ni sur Facebook, ni sur Twitter, il n'a pas de photo de lui, etc. » On va dire « c'est louche. Il n'existe pas ce gars-là, il n'y a pas de vie. » Donc la notion de partage de données, de vie privée, etc., elle est extrêmement relative. Notre grand géant Apple va sortir son Apple Watch.
Je vous rappelle que depuis quelques années, nous n'avons plus de montre, puisque nous avons un appareil comme ça. Alors, ils inventent un truc fabuleux qui va nous permettre d'avoir l'heure au poignet. Donc, c'est une révolution quand même, parce qu'il fallait avoir l'idée. Ça va faire beaucoup d'autres choses. Ça va mesurer, avec le capteur, ça va mesurer notre température, les battements du cœur, etc. On va se plaindre des atteintes à la vie privée. Mais il y aura à Montréal, rue Sainte-Catherine, et puis je pense à côté également à l'Apple Store, la queue dès la veille le soir avec des gens, des sacs de couchage pour acheter l'Apple Watch. Moi, personnellement, j'ai découvert que Apple suivait pas sans me le demander, parce que je ne crois pas qu'il soit malhonnête, sans que j'ai eu conscience d'accepter, suit un certain nombre de choses. Ben oui, parce que vous croyez que moi, je suis différent de vous, que je lis les 12 pages de conditions générales en anglais? Quand je télécharge un truc, j'ai envie de l'utiliser, je clique sur accepter. Vous aussi. Sans que je m'en rende compte, il calcule le nombre de pas et la distance que je parcours en marchant. Moi, je croyais que j'avais besoin d'un ponomètre, etc. Pas du tout. J'ai dû accepter une option quelque part qui fait que maintenant, Apple, c'est tout. Et alors, quand je vais dans le menu, c'est un peu plus inquiétant parce que je vois que dans le menu, j'ai acide pantothénique, activité électrodermale, analyse du sommeil, biotine, caféine, calcium. Ils ont tout prévu, Je peux stocker toute ma vie de santé sur mon appareil. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, je ne vais peut-être pas acheter mon assurance. Je vais peut-être acheter une assurance Desjardins, mais elle sera à la marque Apple. Parlons de la voiture autonome. Alors, c'est un rêve ou un cauchemar, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que dans 20 ans, il y a de grandes chances que les gens qui naîtront dans 20 ans ne passeront plus de permis de conduire. La notion même de permis de conduire n'aura plus de raison d'être. Aujourd'hui, la Google Car, avec sa caméra qui tourne à 360 degrés, elle analyse tout son environnement, elle transforme des données non structurées en données structurées pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et elle prend des décisions. Et la Google Car, elle fait 1 million de kilomètres sans accident. Quel conducteur est capable de faire 1 million de kilomètres sans accident? Si j'assure le conducteur jusqu'à présent, demain, j'assure plus le conducteur, il n'y en a plus. J'assure qui? J'assure l'ingénieur qui a développé le logiciel de la Google Car. Donc, j'ai plus besoin d'assurance, parce que Google est persuadé que sa voiture est beaucoup plus sécuritaire que n'importe quelle autre voiture conduite par un être humain. Et ils l'ont prouvé avec leurs millions de kilomètres. Donc, qu'est-ce que va faire Google? Il va commercialiser sa voiture avec une assurance incluse. Étant donné la puissance de Google, Google n'a pas de problème pour être demain un assureur et prendre en charge les risques. Google va racheter dans chaque pays une petite compagnie d'assurance, histoire d'avoir les tampons pour dire vis-à-vis du gouvernement, je suis assureur, mais il va vous vendre une Google Car, assurance incluse. Je vous rappelle que le permis de conduire, aujourd'hui, c'est même un moyen d'identification. Pourquoi je passerai un permis de conduire si j'ai plus de besoin de conduire? Donc ça remet même en question notre manière de nous identifier. Arrêtons de dire c'est les nouveaux, c'est Internet, c'est Google, machin, etc. À partir du moment où vous avez un téléphone cellulaire, vous êtes fliqué. Nous sommes tous ici géolocalisés si notre téléphone cellulaire est allumé. Alors c'est très bien, parce que s'il y a un crime ailleurs, on pourra prouver qu'on était là. Ça peut être positif. Et puis, si vous utilisez votre carte Interac ce soir, on saura que vous avez fait une transaction à tel endroit. Il y a 15 ans, un banquier m'expliquait qu'il était capable, en analysant les transactions de carte de crédit, de prédire les gens qui allaient divorcer et les gens qui allaient changer de voiture. L'immense majorité des systèmes ordinaires qu'on utilise génèrent des traces informatisées à notre sujet qui sont indélébiles ou presque. Bon, c'est sûr qu'on peut les effacer, mais grosso modo, on peut les garder ad vitam aeternam. Ça coûte moins cher maintenant d'ajouter de l'espace sur un serveur que de faire le ménage. Donc, grosso modo, on peut continuer d'augmenter la quantité d'informations qu'on aura. Et votre fourchette, on pourra la consulter dans 5 ans. On saura qu'est-ce que vous avez mangé. Mais le problème, c'est que, contrairement aux autres technologies, cette information-là, elle peut servir non seulement à nous connaître, mais aussi à nous manipuler et à nous contrôler d'une façon qui n'a jamais été possible avant. Il n'y a aucune autre technologie qui donne le même genre de prise sur le citoyen que les technologies dont on parle maintenant. C'est la nouvelle poupée Barbie, Hello Barbie, qui est une poupée Wi-Fi qui écoute les paroles des enfants, qui est capable de répondre.
et qui est connecté à l'ordinateur. L'ordinateur, lui, envoie des données à la compagnie. Et eux autres vont collecter l'information, ils vont collecter des bribes de conversation que l'enfant a avec sa Barbie et dire, entre autres, « Hey, sais-tu que j'ai un nouvel accessoire qui vient de sortir? » Mais grosso modo, on pourrait très facilement avoir un contrôle absolument incroyable sur les personnes de cette façon-là. L'Internet, effectivement, on l'avait vendu au départ comme étant impossible à réglementer, qui échappait à toute loi, etc. Maintenant, est-ce qu'on voit très bien que c'est complètement faux et qu'on peut non seulement s'en servir pour rattraper davantage de criminels qu'on n'en a jamais attrapés, mais aussi en faisant des réglementations de plus en plus serrées sur la façon dont les gens peuvent utiliser l'Internet. On est encore loin d'un Internet qui serait complètement fermé, mais il y a déjà des gens qui le proposent, d'avoir à s'identifier clairement et de façon corroborée sur Internet avant de pouvoir avoir accès à des services ou à des sites web. Bon, la Chine, c'est un exemple. Il y en a plusieurs autres là, qui vont à l'extrême du contrôle, mais qui pourraient contrôler encore davantage de ce qui se passe maintenant. Je ne fais pas tellement confiance à l'État là-dessus. Le sujet réglementation, loi, etc., l'État, il court derrière. Hein. Il court derrière les usages. C'est qu'en effet, des gens comme Google ont payé des amendes minimum pour pouvoir continuer à faire comme business as usual. Tout simplement parce qu'on est sur un environnement multinational. Comment est-ce que je peux condamner Google à garder des informations sur moi alors que des choses comme Gmail sont faites pour garder l'historique de tout ce que j'envoie comme mail depuis toujours. Et puis, comment voulez-vous qu'on arrive au Canada, malgré la force du Canada, à imposer à Apple de changer les pratiques mondiales qui sont gérées à partir de ces centres de données mondiaux hébergés aux États-Unis? Pour moi, il y a un décalage qui reste colossal entre la réglementation et les pratiques. Si j'étais caricaturiste, je dessinerais les législateurs courir derrière les usagers en essayant de les rattraper avec leurs textes de loi, parce que c'est impossible. C'est impossible. La technologie va vite, les usages évoluent, et les utilisateurs, ce n'est pas juste une compagnie qui décide quelque chose, c'est vous tous, nous tous, qui nous emparons de ça et qui décidons de la manière dont on va l'utiliser. Donc pour moi, la loi ne peut que corriger certains travers extrêmes, mais c'est l'usage qui décide. Je pense que, premièrement, tout le monde a quelque chose à cacher. Il y a 33 000 lois pénales au Canada. C'est pratiquement impossible que personne n'en viole aucune à n'importe quel moment. Si on met des caméras pour mesurer la vitesse sur les routes, là, je ne sais pas si on va... si on dit qu'on va attraper tout le monde qui est 5 km de plus de vitesse sur la route, c'est pratiquement tous les conducteurs. C'est l'ensemble des conducteurs. Donc, si je m'y mets correctement, oui, je vais vous trouver quelque chose que vous pouvez vous reprocher facilement. Mais de toute façon, c'est pas juste ça. Je veux dire, il y a la quantité d'erreurs sur les bases de données policières, c'est de l'ordre de 35 à 40 %. Donc, peut-être que vous n'avez rien fait du tout, mais vous êtes tombé dans 40 % d'erreurs. Il y a ensuite, évidemment, plus on ramasse de données, plus on multiplie la quantité de données, les endroits où on les conserve, bien forcément, plus on ouvre la porte à des hackers et des personnes mal intentionnées qui vont pouvoir se prémunir de cette information-là pour faire God knows what. Et donc, c'est pas seulement j'ai rien à me reprocher. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à produire notamment des guides, par exemple Facebook avec le petit séminaire de Québec au niveau du secondaire pour aviser les jeunes aux risques qu'ils prennent de divulguer certaines informations. On a commencé à leur montrer, par exemple, des bonnes pratiques. On l'a diffusé d'ailleurs dans un livre qu'on a répertorié beaucoup de travaux comme ça et d'outils qu'on a produits à l'Observatoire et ça s'intitule « Médias sociaux et relations publiques » et il y a notamment ces guides lors de campagnes électorales, par exemple. Donc, on essaie de sensibiliser les gens aux usages, aux bonnes pratiques, d'avoir des normes éthiques, d'avoir des cadres de formation pour les employés pour savoir comment ils pourraient mieux utiliser leurs outils. On dit, vous êtes venus au monde avec une souris dans les mains, mais ça ne vous a pas nécessairement greffé un jugement avec. Alors, on dit, il faut faire attention, c'est toujours une question de gros bon sens, c'est toujours une question d'usage. Jamais que je mette des photos de mes enfants en ligne,
Jamais que je mets des photos de famille, jamais, point. Je ne m'en sers que pour des activités professionnelles. Vous pouvez chiffrer votre téléphone facilement. Les gens le font, eux, ils ne savent même pas que ça existe, donc ils ne le font vraiment pas. Mais les téléphones neufs qui vont être achetés maintenant vont avoir le chiffrement par défaut. Là, ça a fait qu'il y a plein de gens au FBI, à la GRC. David Cameron a fait la tournée des pays occidentaux pour dire qu'il faut absolument mettre fin à cette pratique-là. Les policiers sont plus capables de lire ce qui se trouve sur les téléphones cellulaires, etc., etc. Donc, on essaie de revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'ancien, dans les années 80, à la fin des années 80, on avait le fameux Clipper chip, qui était la façon dont on allait permettre la cryptologie chez le citoyen. Parce que la cryptologie a toujours été considérée, surtout aux États-Unis, comme faisant partie des armements. Et donc, une technologie militaire d'armement, on ne pouvait pas laisser ça dans les mains des citoyens. Sauf que pour avoir du commerce sur Internet, sans chiffrement, c'est pas trop sécuritaire. Donc, on avait décidé qu'il fallait avoir du chiffrement. On avait des clés de chiffrement super faciles à déchiffrer. Ça avait commencé avec du 40 bits chez Microsoft, par exemple. Mais après, avec le Clipper chip, on était supposé être capable de chiffrer à haute, en tout cas, à haute résistance, mais avec une porte d'entrée pour l'FBI et l'autre force policière qui pourrait automatiquement déchiffrer parce qu'ils détenaient la porte. Je pense qu'on veut revenir à cette méthode-là. Je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais sinon, effectivement, le chiffrement des téléphones, par défaut, mais si vous, en sortant tantôt, là, je vous encourage à chiffrer votre téléphone en sortant, ça peut toujours pas faire de tort. Il y a des endroits dans le monde, on nous dit que l'Internet, c'est partout dans le monde, effectivement, mais on a remarqué dernièrement qu'en Afrique, en Asie, il y a un paquet de gens que Internet, pour eux, c'est Facebook, et ils ne savent rien d'autre que ça. Et je pense qu'il y a un risque sérieux que nous aussi, on embarque là-dedans bientôt, en utilisant de moins en moins, de plus en plus des dispositifs qui vont avoir accès à l'Internet, comme une télé a accès au câble, essentiellement. Et donc, c'est un grand danger, une fermeture importante d'Internet.